Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, la section 18.4. Eh bien oui, la section 18.4, c'est la première fois que l'on va traiter entre guillemets, d'un vrai réacteur. Parce que la section 18.3, on ne traitait pas vraiment du réacteur parce qu'il n'y avait pas de réaction. On se l'avouait, la réaction, elle n'était pas dans le milieu, elle était sur la surface. Donc la réaction, c'était une condition limite. Ici, on a un réacteur vraiment. Le réacteur est représenté comme ça. On a un gaz A qui est absorbé, donc qui diffuse après sous forme absorbée dans un liquide B. Et dans le liquide B, les molécules de A vont réagir pour former une autre espèce. Donc, on l'illustre ici. Et si vous regardez ça, donc on a A plus B donne AB. Donc, en fait, c'est une réaction du deuxième ordre, puisqu'il y a deux molécules et que c'est Ka fois Kb. C'est la concentration de A multipliée par la concentration de B pour des réactions élémentaires. Mais en fait, ici, on va supposer que la concentration de B est très, très grande. Donc, que le fait que les molécules de A réagissent avec B, ça ne fait pas diminuer la concentration de B de façon significative. Donc, en fait, B est pratiquement une constante, ce qui fait que la constante de réaction, qui est du deuxième ordre, devient une pseudo-réaction de premier ordre. Vous comprenez bien ça? Des réactions élémentaires pour une réaction chimique élémentaire, la stoichiométrie, telle qu'écrite ici, nous dicterait que la concentration de A multipliée par la concentration de B multipliée par une constante de réaction du deuxième ordre nous donne le taux de réaction de AB. Mais si la concentration de B est tellement grande que le fait de réagir avec A, ça ne la change pas, donc on prend la concentration de B, on la met dans la constante de réaction du deuxième ordre et ça devient une pseudo-constante de réaction du premier ordre. Donc la réaction devient proportionnelle à K1. Vous voyez ici le petit 3', ça veut dire une constante de réaction du premier ordre, ou pseudo-premier ordre pour être strict. 3', ça veut dire volumique. 2', ça voudrait dire surfacique. 1', ça voudrait dire sur une ligne, ça n'existe pas. Donc ici, K1', constante de réaction du premier ordre. Donc les unités de K1, c'est quoi? 1 par seconde. Okay? Des secondes moins 1, ça devient comme une fréquence. Donc, notre réacteur, on l'a. Notre volume, on l'a. Ça part de 0, ça va jusqu'à L. On a nos conditions limites. C'est à 0 à la surface. Au bout, on va voir tantôt. On a notre, vous voyez, on a déjà illustré le delta Z que l'on va utiliser comme élément de volume. Et notre bilan, ça va être quoi? NaZ ici. NaZ en Z, multiplié par la surface de notre réacteur, moins ce qui sort en Z plus delta Z, NaZ en Z plus delta Z fois S, S n'a pas changé, moins ce qui a réagi dans l'élément de volume. L'élément de volume, c'est quoi son volume? S fois delta Z, okay? Multiplié par le taux de réaction volumique, donc Ca. La concentration de A, c'est quoi? C'est des moles par mètre cube, multiplié par des 1 par seconde. Ça, c'est des moles par mètre cube par seconde, multiplié par un volume, des moles par seconde. Donc, effectivement, ça, c'est des unités de moles par seconde. Notre bilan se fait sur le nombre de moles par élément, par unité de temps qui arrive ou qui part du volume. Donc, ça, c'est notre bilan. Et vous savez très bien qu'on peut le transformer en équation différentielle maintenant assez facilement. On divise par S delta Z, on fait tendre delta Z vers 0 et on obtient quoi? Moins dNaZ sur dZ moins K1CA est égal à 0. Vu que c'est moins dNaZ sur dZ moins KCA, on multiplie par moins 1 des deux côtés de l'équation, on obtient ceci. dNaZ sur dZ plus K1CA est égal à 0. C'est l'équation maintenant qui est à résoudre. Okay? Qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer la loi de Fick. La loi de Fick, rappelez-vous, je vous avais dit au début, on écrivait toujours moins C DAB DXA sur DZ. Ben, on peut prendre le C, vu qu'il est une constante, on le multiplie par
XA, ça donne DCA. Le C étant une constante, il peut entrer à l'intérieur de la dérivée. Entrer ou sortir, il est une constante. Donc, DCA sur DZ moins DAB, ça devient notre loi de Fick. Retournons voir au chapitre 17. Donc, c'est un flux par rapport à un système de repères fixe. Le terme, en fait, ce qui est important, c'est que vous voyez, avec le NAZ, il y aurait normalement plus XA, NA plus NB. Mais regardez XA. On nous a dit ici que la concentration, attendez, on l'a ici, là, la fraction molaire de A dans le volume est très, très faible. Okay? Parce que c'est un gaz qui se dissout dans un liquide. Il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup de gaz qui se dissolvent dans un liquide à très, très, très grande concentration. Donc, les concentrations ici sont des ppm, des parties par million. Ce qui veut dire que le XA à l'intérieur du liquide est très, très petit, tend vers 0. Donc, le deuxième terme qui apparaîtrait ici à droite, là, NAZ, il y aurait un deuxième terme, plus XA, NAZ plus NBZ. Ben, le XA étant presque 0, le deuxième terme ici disparaît et il ne nous reste que ça. Ce qui est bien parce qu'à ce moment-là, la forme de l'équation ici va être beaucoup plus simple. Et si vous regardez 18,4,4, l'équation 18,4,4, vous allez remarquer une chose. Si vous vous rappelez de la section du chapitre 10 où on traitait des ailettes, si je me rappelle bien, c'est la section 17, vous allez voir que cette équation-là est très, très, très similaire à la section sur l'ailette. Donc, en fait, la solution va être du même type. On a des conditions limites. Oui, on avait vu à la surface CA0, on l'avait vu dans notre réacteur, ça au tout début de la page, en haut de la page. Et en l'autre condition, à l'autre limite, Z égale à L, c'est quoi? Ben, on n'a pas le choix, NAZ doit être égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas de flux au fond. Le réacteur est bouché. Là. Hein, si c'est un bécher, il ne peut pas passer. Donc, NAZ doit être égal à 0. NAZ égal à 0, ça veut dire automatiquement que DCA sur DZ est égal à 0. Hein, c'est la même chose. C'est un minimum ou un maximum. Là. Donc, automatiquement, on a que cette condition-là doit être remplie. Donc, on a nos deux conditions limites, on a notre équation différentielle. Il y a plusieurs façons de solutionner cette équation différentielle-là. À la main, ça se fait bien. Hein? Il y a des méthodes de solution d'équations différentielles qui se font bien. On peut aussi aller voir ça à la fin du livre. Ce livre-là est assez intéressant. On a ici l'annexe C1. Et l'annexe C1, on voit ici, par exemple, l'équation C1 4A D2Y sur DX2 moins A carré Y. Ça ressemble drôlement à notre solution. A, c'est une constante. Bon, A au carré ou A pas au carré, ça nous intéresse, là. C'est la même chose. Là. Donc, D2Y sur DX2 moins A2Y est égal à 0. On peut l'exprimer de deux façons. C exponentielle de AX plus, donc C3 par exemple, plus C4 exponentielle de moins AX. Une autre alternative, c'est d'utiliser les exponentielles déjà combinées qui s'appellent des fonctions hyperboliques, là, qui est C1 cos hyperbolique de AX plus C2 sin hyperbolique de AX. Les sins hyperboliques, c'est simplement des combinaisons d'exponentielles réelles, tout comme les sins sont des combinaisons d'exponentielles complexes. Vous connaissez l'équation d'Euler, l'identité d'Euler qui transforme les exponentielles complexes en sinus. Ben, les sinus hyperboliques, c'est la même chose, un peu la même définition, mais en fait, c'est plus simple à manipuler que des sinus trigonométriques. Donc, ça, c'est une façon. On peut aller chercher la solution ici, on la développe, et ensuite, on va chercher nos coefficients, nos constantes inconnues, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une solution. Il y a une autre solution qu'on pourrait appeler la solution intuitive. On pourrait se dire ici, pas celle-là, quelle variable, quelle fonction dérivée deux fois va donner la même fonction multipliée par des constantes. Vous voyez, si je pourrais écrire ça, D2CA sur DZ2 est égal à K1, 3', divisé par DAB fois CA. Okay? Si je soustrais
Quand un CA, je divise par DAB des deux côtés, donc j'ai D2CA, la deuxième dérivée de CA va être égale à K1 sur DAB fois CA. Quel genre de fonction dérivée deux fois donne la même chose? Il n'y en a pas beaucoup que je connaisse, là. En fait, il y en a une. C'est une exponentielle. Si on a exponentielle de CA, on la dérive, ça donne exponentielle de CA. Si on a exponentielle d'une constante fois CA, on la dérive, ça donne C fois la constante fois exponentielle de CA. C'est pour ça qu'on l'a vu tantôt hein, dans l'annexe, c'est des exponentielles. Euh, les cos hyperboliques, c'est une hyperbolique, c'est des exponentielles aussi. Donc, on peut le faire de façon intuitive comme ça un peu. On cherche une fonction qui dérivée deux fois donne CA, ben c'est ça. Puis bon, si c'est exponentielle de plus CA ou de moins CA, ben ça va donner la même chose parce qu'elle est dérivée deux fois. Hein? Donc, effectivement, c'est une autre façon. La troisième façon, et la plus simple pour vous maintenant, c'est sûrement d'utiliser SymPy. Parce que SymPy, lui, il connaît toutes ces solutions-là, il les connaît par cœur. Vous pouvez voir à la fin, là, Bird fait des transformations en utilisant des variables sans dimension. On ne fera pas ça parce qu'à la prochaine capsule, on va aller tout de suite utiliser SymPy.